Oui, merci beaucoup. Bonjour, merci d'être là. Moi, je suis très heureux d'être à Bruxelles et merci beaucoup donc pour ça, pour ce plaisir-là, à toute l'équipe des Midis. En fait, quand on voit les gens s'obstiner à réaliser des événements, des temps de lecture, des temps de conférences, ça donne beaucoup de force, quoi. Tout d'un coup, on se dit qu'on n'est pas seul à y croire et à y prendre du plaisir. Donc, merci pour le courage que ça donne. Le verre de vin rouge, là, c'est pas de la soulographie, hein, c'est juste que Marie-Aurore a une chemise comme ça, un rouge pétant, et je me suis dit que moi, j'étais dans des tons plus... Donc, il fallait que j'essaye de contrebalancer ça avec un peu de rouge. Juste un petit mot pour... effectivement, les textes que Marie-Aurore va lire sont des textes inédits qui paraîtront au mois d'octobre, et donc je dois vous en dire un petit mot. En 2017, à la rentrée de septembre 2017, les éditions Verticales ont publié un roman qui s'appelle Des châteaux qui brûlent. C'est une fiction, intégralement une fiction, dans laquelle j'imaginais une insurrection ouvrière, des ouvriers qui prenaient en otage un ministre, le séquestraient pendant une semaine. Et très tôt, après la parution du livre, j'ai été invité en Creuse, à Guéret, au centre de la France. Et la personne qui m'invitait pour venir présenter ce roman m'a dit, si tu veux, tu viens un jour plus tôt et tu vas rencontrer des ouvriers de la souterraine qui justement occupent leur usine. Et donc, évidemment, j'étais très curieux de cette invitation et je les ai rencontrés. Ils m'ont expliqué quelle était l'histoire de leur site, une usine qui, depuis les années 60, marchait très très bien, qui, jusqu'à la fin des années 90, avait plus de 500 salariés, ce qui, pour un tout petit département comme la Creuse, est énorme. Et il y a eu ce qui s'est passé, quelque chose de très révélateur dans le fonctionnement du capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le patron propriétaire depuis les années 60 gardait trop de bénéfices pour les réinvestir dans l'entreprise. Et donc, au bout d'un certain moment, les actionnaires de cette entreprise se sont agacés de voir que cette entreprise qui marchait très bien ne leur redistribuait pas assez d'argent, en remettait trop dans l'achat de nouvelles machines, dans le développement de l'usine, etc. Et donc, un des actionnaires de l'entreprise s'est retiré, et se retirant a fragilisé la boîte qui n'a fait que se casser la gueule depuis. Alors, se casser la gueule, il faudrait le raconter de manière plus précise, mais et donc les patrons de plus en plus véreux se sont succédés au cours des années 90, 2000 et 2010. Quand je dis véreux, c'est-à-dire vraiment des voleurs qui prenaient dans la caisse, qui siphonnaient les finances de l'entreprise, etc. C'est tout ce que j'essaye de raconter dans le livre, tout en racontant aussi à côté les formes choisies par ces ouvriers pour se battre et faire connaître leur situation, qui sont des formes que j'ai trouvées assez admirables. Et donc j'ai voulu raconter ça pour à la fois leur rendre hommage et aussi montrer le vrai visage de ce capitalisme-là. Au moment où je les rencontre, ils sont 157 à être licenciés. C'est vraiment pile au mois de octobre 2017, qui reçoivent leur lettre de licenciement. Et donc je les rencontre et je commence à mener avec eux des entretiens au long cours, puisque la dernière fois que je suis allé les voir, c'était il y a 3 semaines. Yann Augras est né en 1972, un an avant le premier des 2 cracks pétroliers qui allait sonner la fin de la récré, la fin des 30 Glorieuses. Il n'est pas très grand, mais tonique et râblé. Sa voix dit tout ça. Elle porte loin, marque peu de pauses, sauf pour écouter les autres. Charismatique, c'est un leader, à l'évidence, et un pilier. C'est aussi quelqu'un de joyeux, que la lutte n'a pas rendu amer. Il est en colère, mais semble imperméable à l'amertume. Non pas à l'émotion ou à la tristesse, mais à l'abattement. Ton histoire familiale est-elle marquée par l'histoire ouvrière ? Sa mère a longtemps travaillé pour une bijouterie, ayant compté jusqu'à 120 salariés. Mais du jour où elle a racheté une usine à Taïwan, ou je ne sais pas où, par là-bas en tout cas, l'entreprise va enchaîner les plans sociaux en France de façon à ne produire qu'en Asie, où les salariés sont à peine payés, ce qui est bien intéressant. Et 20 ans plus tard, Yann vit les mêmes choses,
puisque Renault et Peugeot ne passent plus commande à GMS, mais au Brésil ou en Pologne. On pourrait y voir un signe du destin, mais l'homme que j'ai en face de moi dégage une telle impression d'énergie, de densité, que je l'imagine mal soumis par le destin, malmené par lui. Yann donne l'impression de ne pas pouvoir être baladé comme un fétu de paille avec lequel le vent déciderait de jouer. Des parents, il saute allègrement aux grands-parents. Dans tout ce qu'il dit apparaissent des solidarités qui vont de soi, notamment entre les générations. Il a reçu, il donne, il transmet. Après avoir été bûcheron, mon grand-père a fait l'agriculteur. C'est lui qui m'a donné la passion des moutons et des tracteurs. Quand j'ai quitté la filière générale en 5e, j'ai choisi d'aller à Felletin pour être à seulement 10 km des grands-parents. J'aurais aimé reprendre sa ferme, je suis un passionné de la terre, mais pour en vivre, c'est trop difficile. Le passionné de la terre qu'il est, déteste-t-il le monde moderne ? À écouter certaines personnes, on a l'impression qu'il faudrait choisir son camp. Dans la littérature américaine du XIXe siècle, Henry David Thoreau passe son temps à cracher sur les signes de la modernité depuis sa cabane de Walden, alors que John Muir s'est passionné pour les machines agricoles qu'il inventait, comme pour les splendeurs de la nature qu'il observait, infatigable, de l'Arctique à Yellowstone et du Colorado à l'Alaska. J'ai d'abord eu un CAP de soudure, puis un BEP d'ouvrage métallique et enfin un bac en charpente métallique. J'ai appris ce métier de la métallurgie que j'aime bien parce que dans la métallurgie, il y a une odeur de ferraille. Quand tu rentres dans un atelier de métallerie, tout de suite, il y en a qui te diront que ça sent pas bon, mais ça sent bon. Dans un atelier de soudure, dans une forge, t'as cette bonne odeur. En fait, Yann Augras parle de l'usine comme des bêtes et de la forêt. Les odeurs. Il n'y a ni contradiction, ni séparation. J'ai d'abord trouvé ça dur, se lever à 4 heures du matin. Et puis rapidement, je m'y suis fait. Quand tu es à 13 heures chez toi, ta deuxième journée commence. Faire ton bois, t'occuper des chevaux, quelques moutons, quelques brebis, un cochon. Il sait le tuer et le débiter. Il détaille ça. Les côtes premières, les côtes dans l'échine, l'épaule, les gigots, les abats, la grillade, le cou, les testicules s'il y en a. Couper la viande, c'est avant tout une passion. Cerf, biche, faon, daguet. Il parle de cuisine avec gourmandise. Pour les grosses saucisses de Toulouse à base de sanglier, j'ajoute quand même un peu de bœuf et de la poitrine, des échalotes, un peu de pain rassis, de la crème, du sel, du poivre, un jaune d'œuf. Tu fais cuire dans du vin blanc et puis voilà. Je salive, note scrupuleusement la recette et je perds le fil de mon enquête. J'étais sur une piste et c'était pas celle d'un sanglier. Comme s'il lisait dans mes pensées, Yann enchaîne en parlant du plaisir de cuisiner pour les autres, le groupe de chasse de sa fille ou ceux de l'usine. Aimes-tu autant ta solitude dans la forêt que la vie au sein de l'atelier ? Oui, il a 2 cerveaux ou 2 cœurs. Et ce qu'il vit avec les collègues est d'une nature que la forêt ne peut donner. Tu te souviens du dernier espace que je t'ai montré il y a 15 jours ? Cette grande pièce où se trouvent des machines de plus petite taille que les 5 ou 6 presses. C'est des machines capacitaires, mon Arnaud. Il y en a 20. On les a achetées quand Renault a lancé la production de la Modus. Il nous demandait de nous mettre en capacité de suivre la cadence qu'il prévoyait. 1380 véhicules par jour. Ce qu'on a fait. Mais ils n'ont pas réussi à la vendre. Et très vite, ils n'ont tourné qu'à 300 ou 400 véhicules par jour. Un four. Au bout de 3 mois, ils ont arrêté de la commercialiser et on s'est retrouvé avec tout cet investissement sur les bras. Si on n'avait pas réagi, cette dépense nous aurait tués. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'y est tous mis. On a transformé ces machines pour qu'elles puissent à nouveau servir sur d'autres process. Quand on parle de l'attachement de tel ou tel à son travail, c'est toujours sans se risquer à justifier ce lien paradoxal à un système de contraintes. Il faudrait pourtant argumenter. C'est quoi cette fierté qui contrebalance un peu le désir de liberté ou la contestation du travail salarié comme système coercitif, l'exploitation de l'homme par l'homme ? En écoutant Yann et les autres, je touche du doigt l'explication. Ce n'est pas un placebo ou le simple fait d'être accepté par d'autres au sein d'un groupe, mais bien la joie de se montrer intelligent,
à ses propres yeux déjà. Dans cette usine comme ailleurs, ils sont nombreux à avoir quitté le système scolaire avec un CAP ou un BEP, à vivre avec l'idée exprimée ou enterrée qu'ils n'ont pas réussi scolairement, n'ayant pas tous le bac. Quand je vais dire plus tard à Yann qu'il est très intelligent, il va se défausser et transmettre la patate chaude à ses collègues. « Vous pensez que je suis intelligent ?» Si l'on s'est construit sans être valorisé à cet endroit précis de sa personne. Voilà ce que ramasse le mot « fierté ». La surprise et la joie de s'être sorti d'une situation nécessitant de l'intelligence plutôt que des réflexes ou du courage ou de la force. Se découvrir créatif. Les polytechniciens de la régie Renault les ont plantés avec une voiture qui n'a pas séduit, malgré les enquêtes de consommation qu'ils ont dû multiplier en amont, mobilisant les compétences de leurs salariés sortis d'HEC. Les Creusois survivront à ce mini-naufrage en utilisant leur intelligence. S'ils n'étaient pas parvenus à le faire, la dette contractée pour acheter ces machines n'aurait pu être épongée et elle aurait étranglé GMS Industries. La mort qui approchait, ils lui ont fait peur et elle a reculé. Voilà la fierté et l'attachement à une usine, à un outil de travail et à un collectif. Michel Prudhomme, né en 1961. Quand j'ai commencé à travailler ici, le site était bien plus petit. On a participé au développement de tout ça jusqu'à lui donner la taille qu'il a aujourd'hui. On était 120 en 1979. C'est parce qu'on a nous-mêmes poussé les murs, surélevé les toits, construit les bureaux, qu'on a pu être jusqu'à 600 ici, au tournant des années 2000, et qu'on peut dire surtout, c'est notre vie aussi, cette usine. Michel Martin aura d'abord fabriqué du matériel acheté par les éleveurs. Puis son frère va rencarder le jeune chaudronnier. La Socomec embauche. Il a 24 ans quand il commence à travailler dans cette usine, qui est alors le premier employeur privé du département. L'industrie automobile est parcourue de spasmes. Les 2 chocs pétroliers sont passés par là, mais la voiture est encore pour quelques années un bien de consommation emblématique. Elle atteste une forme de réussite et les publicitaires répètent qu'elle donne les grands espaces, le monde. Quand je commence en 1989, on est presque 600, vous savez. Cette usine, c'est le fleuron. C'est donc une fierté d'y travailler par rapport à la petite boîte qui m'employait auparavant. La fierté, être d'un lieu et d'une histoire collective. Prendre une part active à l'aventure, prolonger cette histoire dans le présent, le quotidien. Très vite, il est nommé chef d'équipe et doit diriger une 30aine de personnes. Parce qu'il est bonhomme, me dit-il, juste et proche des collègues, même les vieux briscards l'accepteront. Pendant longtemps, je vais faire les 2/8. C'est en 2009 seulement que je vais arrêter, et c'était bien d'arrêter, car j'étais fatiguée, usée. Au début, quand on est jeune, ça rend service. Ça permet de faire des travaux dans la maison ou dans l'appartement. J'ai 3 filles. L'aînée a 25 ans, celle du milieu 22 et la petite dernière, enfin petite, 17. Ma femme travaille auprès des enfants d'une école, elle est ATSEM, elle seconde les enseignants en classe, mais pour la payer moins, elle a été enregistrée agent technique par la mairie. Michel rentre donc du boulot pour trimer encore, monter une cloison en carreaux de plâtre par exemple, pour faire 2 chambres dans une seule, les grandes se disputant souvent. Alors arrive un moment où le corps ne suit plus. Tant que l'entreprise carbure, on peut se sentir payé de cette fatigue, voire de cet épuisement, puisque cette gloire ruisselle sur les employés qui, en retour, se donnent pour entretenir cette réputation. Ce cercle vertueux, c'est l'attachement de la feuille à l'oxygène, comme celui de l'homme à ses poumons. On se sent vivre. Son licenciement, il y a 1 semaine, ne change rien à l'affaire. Il a commencé ici à l'âge de 24 ans, il en a désormais 52, il a passé plus de temps dans l'usine qu'hors de ses murs. Et on sait aujourd'hui que la voiture et son pot d'échappement détruisaient le monde dans le moment même où il nous la donnait. Si l'on pouvait être fier de travailler dans l'industrie automobile jusque dans les années 80, ce n'était plus le cas aujourd'hui. La planète est asphyxiée. La violence du pognon, ce n'est pas une découverte, ce n'est même pas du tout une surprise. La stupeur et la colère, c'est plutôt lié à l'impunité de ceux qui ont planté la boîte en la pillant. Renault et Peugeot versent des dividendes extravagants à leurs actionnaires, mais on nous refuse l'indemnité supralégale qui a été accordée 1 ou 2 fois récemment. J'ai 52 ans, ça fait 30 ans que je bosse ici.
On dit qu'il y a 57 départs volontaires, mais ceux qui partent, c'est aussi par usure. Dire volontaire, c'est drôlement abusé. Voir les machines qui tournent plus, ça fait drôlement mal au cœur. Les médocs, c'est pas pour les chiens. Si j'en prenais pas en ce moment, je ne pourrais pas être là pour répondre à vos questions. J'aurais trop d'émotions et de colère. J'ai commencé à en prendre en décembre. Je comprenais que la grande vague arrivait. En même temps que les médocs, je me suis dit « Tu ne dois pas t'isoler. Tu dois aller te battre avec les autres. » Comment ne pas être ému par l'irruption de ces médocs dans la phrase? Depuis décembre 2016, les GMS ont bricolé plus de 50 interventions publiques pour forcer la main des quelques décideurs et faire connaître la situation de leur usine. On dit sensibiliser, ce qui n'est pas un euphémisme à proprement parler. Je n'ai pas participé à toutes les actions parce que j'ai du diabète, alors les déplacements sur plusieurs jours, c'est compliqué. Mais sinon, j'ai tout fait, oui. Pas tant au début, en fait, tellement j'étais choquée. Mais une fois que les médocs ont commencé à faire effet, j'ai été de toutes les actions. Les antidépresseurs, pour faire la guerre. Je crois que je dois à ma femme et à mes filles et à moi-même de ne pas avoir à regretter d'avoir rien fait. Je me disais, il faut que tu te battes pour ne pas regretter de ne pas l'avoir fait. Et puisque tu vis, c'est des moments plutôt chaleureux, de liberté et de retrouvailles avec les collègues. Sous les tentes devant le site de Poissy, on a eu des beaux moments de rigolade. Je suis devenue jambier à force de les faire rire avec mon imitation de Gabin dans la traversée de Paris. On pourrait dire que j'ai aimé ça. C'était la vraie vie, c'était de la convivialité, on était soudés, alors même qu'on avait du mutisme en face de nous et des CRS. La fierté a mauvaise presse. Elle rendrait idiot et ridicule, mais l'histoire de Marie Brun dit autre chose. Elle a fait cette expérience. Être acceptée par des gens fiers de leur histoire, mais doux et attentifs. Message à l'attention des collectifs que fédère le refus de l'étranger. Votre fierté est une arrogance qui est une panique, vous n'êtes pas fort. En 2006, Marie veut quitter l'hôpital où elle est infirmière parce qu'en plein divorce, avec 2 enfants, elle doit retrouver des horaires fixes et être chez elle à 18h ou à peu près, soit quelque chose de cadré pour limiter le bordel extérieur et ainsi être en mesure de supporter le barouf mental. J'étais un peu détruite par la séparation. J'avais besoin d'un travail qui me demanderait moins émotionnellement. Et en fait, ils m'ont vraiment aidée sans le savoir. Je m'occupais notamment de la sécurité au travail et je devais être souvent dans l'atelier. Je me vois encore passer entre les postes et les machines. Les anecdotes me reviennent. Certains collègues ont été d'une gentillesse incroyable, d'une grande franchise aussi. Si quelque chose ne leur convenait pas, ils le disaient. J'ai trouvé dans cette usine quelque chose de tellement vrai. Je venais de laboratoires médicaux où cela ne se passait pas de la même façon sur le plan humain. À la souterraine, je me suis dit, en fait, c'est possible. Ils ne l'ont pas su, mais ils m'ont vraiment aidée. Leur délicatesse m'a permis de me reconstruire. J'avais perdu de vue cette fraternité possible. Les rapports étaient simples, l'humour affleurait toujours. Même dans les moments difficiles, il y avait toujours ce plaisir d'être ensemble. Il y avait, oui, une alchimie particulière. Merci. Avec Mélanie, on s'était mis d'accord sur ce thème, c'est-à-dire le rapport que peut entretenir la colère avec la poésie. Alors la poésie, c'était évidemment entendre au sens large, pas strictement l'activité poétique, mais la littérature plutôt en général. Parce que clairement, c'est un problème qui s'est posé à moi et qui continue de se poser à moi. Est-ce que quand on est en colère, est-ce que quand on est révulsé par une situation, on est en mesure d'aller du côté de la littérature, c'est-à-dire de ne pas démériter par rapport à tout ce que permet la littérature. Et c'est dans les petits temps de discussion qui vont s'intercaler entre les lectures, c'est cette question-là que je voudrais essayer d'examiner de plein de manières différentes. Il y a d'abord une première chose, moi, qui m'est apparue, c'est quand je faisais ces entretiens, c'était que cette catastrophe humaine, quoi, ces 157 licenciements, qui les mettaient évidemment, eux, en colère, en détresse, il fallait sans doute que ce ne soit pas ma colère. Il fallait que ça reste la leur.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire c'est à moi d'entrer dans les formes de leur colère. Je ne suis pas directement concerné, c'est-à-dire je ne suis pas celui qui se retrouve dans une situation d'extrême fragilité. Et donc je ne dois pas me mettre à leur place, ce serait tricher, parce que moi ensuite quand je rentre, j'ai encore mon cadre de vie n'est pas en danger. Et donc ça veut dire je dois vraiment prendre au sérieux exactement ce qu'ils me disent et la façon qu'ils ont de m'en parler. Je ne dois pas plaquer dessus des mots, des raisonnements qui seront plutôt les miens, qui seront plutôt un peu abstraits, qui seront un peu idéologiques peut-être, alors qu'eux m'en parlent autrement. Et donc je dois m'absenter un petit peu et me contenter peut-être dans un premier temps de beaucoup écouter et de beaucoup respecter la façon qu'ils ont de m'en parler. C'est-à-dire que celui qui veut faire des digressions sur les animaux de la ferme, les animaux dont il s'occupe, bah peut-être qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il fait une digression et que ça ne concerne pas exactement notre sujet. Et en fait, eh ben, je dois même respecter ça, c'est-à-dire je dois prendre en note quand même cette question-là des animaux et de comment ils s'en occupent. Parce que si ça se trouve, dans 1 an, dans 2 ans, je me rendrai compte à quel point en fait c'est connecté à la question politique. Si sur le moment j'aurais préféré qu'on en reste à des questions syndicales et à une critique du néolibéralisme, eh ben peut-être qu'en fait il y a dans cette question des animaux quelque chose qui est niché là et qui est beaucoup plus intelligent que ma critique à moi plus intellectuelle dans le mauvais sens du terme. Donc je dois partir de la texture vraiment de leur voix, de leur souffle, je dois tendre l'oreille et garder toutes les nuances. Par exemple, l'un d'entre eux va me dire que la ferme de ses parents, faisaient 1000 porcs par an. Il a utilisé ce mot-là, ce verbe-là, il faisait 1000 porcs par an. Et moi, sur le moment, j'ai voulu corriger ce mot et je ne savais pas exactement comment le corriger. J'ai voulu le remplacer, ce verbe. J'ai voulu mettre, est-ce que c'est de l'élevage? Est-ce que c'est 1000 porcs abattus chaque année, mais en fait, ils en avaient plus dans la ferme? Donc, je lui écris un mail et je lui demande de m'expliquer exactement ce que ça veut dire. Et en fait, avant même de recevoir sa réponse, je me suis dit, mais non, mais c'est comme ça qu'ils m'en parlent. C'est peut-être comme ça qu'en parlent tous les éleveurs. Donc je dois garder ce mot, même si je ne le comprends pas bien et même si je ne vois pas bien ce que ça apporte. Et c'est seulement encore 6 mois après, alors peut-être je suis plus lent que d'autres, mais de fait, des fois, je pense qu'il y a certaines choses que l'on comprend vraiment uniquement à force d'obstination. Je me suis rendu compte que dans la suite de son raisonnement, ce qu'il disait, c'était que les animaux qu'il avait, lui, en propre depuis qu'il était adulte, il me dit, c'est pour la déco, il me dit, c'est pour le loisir, c'est pas du tout pour la viande. Donc, c'est pas des animaux ensuite qu'à un moment, il abat, qu'il emmène à l'abattoir. Et je me suis dit, mais en fait, le contraste entre ces parents qui ont une activité quasi industrielle, c'est-à-dire ils font des porcs, et lui qui les a pour le plaisir ou pour la déco, comme il m'a dit, et ben en fait, au contraire, il fallait à tout prix garder ce verbe faire. Parce qu'il y avait dans ce verbe faire une forme d'insensibilité un petit peu, et que cette insensibilité était parfaite en contraste avec le fait que lui, au contraire, il a ces animaux uniquement pour vivre avec eux et non pas pour en faire quelque chose. Et si j'avais transformé ce verbe faire, si je l'avais traduit pour que ce soit plus compréhensible, et ben en fait, j'aurais perdu une incroyable subtilité hyper nécessaire à conserver. Donc c'est ça, c'est devenir vraiment une oreille, uniquement une oreille, ne pas juger, ne pas ramener ce qu'ils me disent à ce que je sais déjà, à ce que je connais, à ce que je comprends. Au contraire, essayer d'arraisonner tout ce que je ne comprends pas dans leurs témoignages en me disant que je vais finir par les digérer, ces choses-là, je vais finir par les comprendre au fil du temps. Ou par exemple aussi, quand j'ai travaillé avec des jeunes filles au Congo, dans les textes que j'écrivais avec elles, je remettais du sujet, je mettais du jeu. Donc je disais, voilà, je me mettais à leur place et elles disaient, voilà, j'avais 8 ans quand j'ai été violée par mon oncle. Est-ce que ces jeunes filles-là utilisent autant le jeu ou est-ce qu'au contraire, quand elles parlent, elles prennent plus en compte la question du collectif? Et bien ça change complètement la nature de la colère.
Si j'ai le sentiment d'avoir été visé en tant qu'individu, si j'en parle à la première personne du singulier, la colère ne sera pas la même, elle sera d'une nature très différente à celle de la personne qui, au contraire, parle toujours du collectif. Par exemple, il y a une jeune fille qui m'avait dit, quand on a vu les infirmières arriver dans les bordels, elle a écrit cette phrase, « Ça m'a fait du bien à tout le monde ». C'est une phrase incroyable, c'est une torsion du français qui est incroyable et qui dit énormément de choses. Ça m'a fait du bien à tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, le bien que ça lui fait n'est pas dissociable du bien que ça fait aussi à ses copines. Donc là encore, il faut entendre ça avant de corriger, pour ne surtout pas corriger, parce que ça change complètement la nature de la colère. Je ne peux pas me contenter d'être, moi, homme blanc, choqué par les violences que subissent ces jeunes femmes, parce que les violences que subissent ces jeunes femmes ne sont pas vécues comme, comme des Européennes qui subiraient des violences équivalentes. Ça se passe autrement. À moi d'entendre ces spécificités. Ensuite, il y a un truc avec la colère aussi, c'est que la colère, elle a besoin de slogans. Or, la poésie et même la prose se méfient énormément, je pense, des mots d'ordre et des slogans. Je crois que dans la poésie et dans la prose, romanesque ou documentaire, il y a toujours l'idée de chercher les angles, les reliefs, les choses inattendues, la multiplicité des regards aussi peut-être dans les livres qui ont une structure chorale. Et donc cette complexité, elle est impossible à résumer dans des slogans, alors que la colère ne cherche que les slogans. Je vais vous donner une anecdote que j'aime beaucoup. Claude Simon, pour son dernier livre, Le Jardin des plantes, en 97, est interrogé par une journaliste, pourtant une très bonne journaliste, qui est même plus que ça, qui est aussi auteur, etc., et qui lui dit à un moment, pleine de bonnes intentions, qui lui dit « J'ai trouvé dans Le Jardin des plantes une phrase qui résume parfaitement le projet ». Et Claude Simon, à ce moment-là, se montre désagréable comme il était apparemment capable d'être désagréable et dit non, c'est impossible, il n'y a pas une phrase qui résume le projet. S'il y avait une phrase qui résume le projet, j'aurais juste écrit cette phrase, j'aurais pas écrit les 500 pages du livre. Ok, merci. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose évidemment d'hyper... Donc c'était dit de manière très désagréable et c'est pas très bien, mais il y a quelque chose d'hyper intelligent là-dedans. Et ça met justement en opposition, disons, les slogans ou avec le travail littéraire qui est au contraire d'essayer de proposer un organisme complet, non pas simplement un mot, non pas simplement un doigt, mais un organisme complet autour de ça. Et ça va complètement à l'encontre de la colère. Par exemple, la capacité, quand on mène des entretiens comme ça, à garder celui des ouvriers qui aura un discours hyper politique et à garder celui qui, tout en sachant très bien pourquoi je l'interroge, va me parler de choses pas du tout politiques, pas du tout sur le ton de la colère, qui va me parler complètement d'autres choses, etc. En fait, je dois garder les deux, même si j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je sors de mon sujet, même si j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je suis plus exactement dans l'énergie colérique qui était la mienne en venant les voir. J'ai pas affaire à disparaître une des deux voix, je dois au contraire justement me dire que c'est l'ensemble de ces voix qui va décrire exactement la situation de ces hommes. Ce que ça dit, cette question-là, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur et dont on a un peu parlé hier en librairie, c'est l'espèce de confiance a priori que j'ai dans l'intelligence des gens, dans l'intelligence des voix qui prennent la parole. Moi, je sais comment je m'exprime, j'ai un vocabulaire qui est identifiable et j'ai une façon de m'exprimer qui est identifiable. Donc, je serais tenté de repérer l'intelligence des autres à partir du moment où ils s'expriment de la même manière avec les mêmes mots. Et quelqu'un qui, par exemple, fera passer toute sa colère à travers l'humour ou à travers des petits détails comme ça un peu anecdotiques, j'aurais peut-être plus de mal à lui reconnaître une pertinence. Alors qu'en fait, évidemment, mon job à moi, c'est justement de faire une place à cette diversité de voix-là. Donc, passer la parole aux autres, ce que ça dit, c'est cette espèce de confiance comme ça, a priori, dans leur intelligence. Voleurs des grands chemins, ces derniers ont parfois la cote. Robin des Bois, Cartouche, Louis Mandrin. Ils volent et distribuent ou restituent.
Ils sont dits voleurs par les puissants et justiciers par tous les autres. Mais ces capitaines d'industrie sont-ils sympathiques? Parfois, les gens n'aiment rien tant que de voir l'État et sa police les quatre fers en l'air. Un Carlos Ghosn a pu espérer, quelques jours durant, accéder à ce statut, du fait de cette fuite rocambolesque, cachée dans une malle ou le caisson d'un instrument de musique, tant elle fit sourire sur le dos de la police japonaise et des services secrets de l'archipel. Mais ce fut un feu de paille. Et celui qui dirigea Renault pendant 15 ans ne deviendra jamais cette icône populaire ou respectée. Je crois pouvoir dire pourquoi. L'enquête fiscale égrenant des sommes faramineuses ne serait pas en cause, mais le fait qu'il ait abusé de biens appartenant à d'autres, notamment à l'entreprise qu'il dirigeait. En faisant louer le château de Versailles par la régie Renault, une première fois en mars 2014 pour célébrer l'alliance Renault-Nissan, en fait son anniversaire, et une seconde fois en octobre 2016 pour l'anniversaire de son épouse ou pour leur mariage, c'est pas clair, en imputant une partie des frais au contrat liant le château et le consortium Renault-Nissan. À chaque fois, le petit personnel étant livré, perruqué, poudré. Carlos Ghosn a donc un tropisme versaillais. Le grand bourgeois bande pour Versailles, ce château qui résume imparfaitement ce que fut l'aristocratie française. Il aurait pu se le payer, c'eût été une goutte d'eau au sein de ses comptes personnels, étant donné ses 2 salaires, plus de 100 millions d'euros gagnés entre 2009 et 2016. Mais non, en faisant croire à l'existence de motifs professionnels, il demandait au château une note de frais, en quelque sorte. Le capitaine d'industrie était donc aussi vulgaire qu'un homme promettant le grand jeu à son ami, champagne et tout le tralala, avant de demander une note plus discrètement, sans le détail. Je me paye Versailles, ou je l'offre à ma femme, mais j'envoie la facture à l'entreprise que je dirige. Voilà, lapsus. Note pour plus tard. Les truands appellent ça une combine, et ils se regorgent. Ah putain, je vais plus y arriver maintenant. Les truands appellent ça une combine, et ils s'en rengorgent. Mais dans l'autre monde, ce n'est rien que vulgaire, et ça tombe par ailleurs sous le coup de la loi. Dans Les Affranchis de Martin Scorsese, Henri oblige Karen, sa conquête, à passer par le local poubelle, les toilettes et les cuisines avant d'accéder à la salle où une table a été dressée pour eux, qu'il ne payera pas, raison pour laquelle il ne pouvait passer par l'entrée sur rue classieuse. Devant tant de mesquinerie, toute cette absence de panache, je ne peux m'empêcher de penser à cet article de Georges Bataille, La notion de dépense, publié une première fois en 1933. Dans ce texte, l'écrivain s'appuie sur l'anthropologie pour dire que ce que fut la dépense improductive. Bataille décrit ce qui désignait le chef, l'aristocrate, la capacité de cet homme à sacrifier toutes ses richesses sous les yeux de son rival. Bataille écrit ainsi que la richesse est entièrement dirigée vers la perte, en ce sens que ce pouvoir est caractérisé comme pouvoir de perdre. C'est seulement par la perte que la gloire et l'honneur lui sont liés. Quand la vie mesquine se paye Versailles, elle jouit de sa réussite et pense se mettre dans les pas d'une aristocratie qui a fait l'histoire. Quand le gagne petit se paie le château du roi Soleil, ça sent la fable de La Fontaine à plein nez, non ? Oubliant de lui accoler l'adjectif industriel, de plus en plus souvent, la vie mesquine parade en parlant d'empire. Paraphrasant Clémenceau, on peut écrire que le capitaine d'industrie est tombé comme il a vécu, en caporal. Le plaisir ou la joie ou l'érection de Carlos Ghosn désigne sa mesquinerie. Il ne touche pas à son pognon. Quand on gagne plus d'1 million d'euros par mois, détourner 50 000 euros, c'est une logique de gagne petit, ouais. Le cost-killer qu'il a été aura donc pressuré ses salariés de façon à économiser les 50 000 euros qui vont lui permettre d'organiser une fête dont il ne faudra pas trop parler. Elle repose sur un crime. Or, les flambeurs, et seulement eux, deviennent aimables. Les flambeurs, et seulement eux, donnent de la réussite et de la vie une image qui séduira. Pour que des vies comme celle-là aient quelque chose d'électrisant, il leur faudrait le goût du risque, le sens de la perte, le goût du jeu. Si tu te crois puissant,
Rien de plus consternant que d'envoyer à ta boîte la note de frais. Dans ce passage, ma rancune ou ma colère s'exprime d'une manière qui me pose un petit peu problème. Alors évidemment, je l'aime bien ce passage parce que je fais le malin. Et j'opère un renversement, c'est-à-dire voilà, celui qui impressionne tout le monde est en fait un minable. J'opère un renversement qui me plaît, alors que bon, d'une certaine manière, d'abord, il est un petit peu banal, ce renversement. Et puis ensuite, en faisant le malin, j'ai l'impression d'avoir fait le job, d'avoir dénoncé quelque chose, alors que je dois reconnaître que d'une certaine manière, ça n'est pas le cas. Je m'appuie sur des enquêtes qui ont été faites par d'autres, que je n'ai pas d'une certaine manière les moyens de vérifier, n'étant pas journaliste, n'étant pas accrédité, aucune porte ne s'ouvrira pour moi. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire que la complexité que je cherche pour les autres, par exemple pour les ouvriers de la Creuse, en passant beaucoup de temps avec eux, en allant chez eux, en les retrouvant sur leur lieu de travail, en les faisant parler pendant des heures, cette complexité que je leur dois, eh ben, je m'en dispense pour Carlos Ghosn. C'est-à-dire je travaille à partir d'articles, à partir de ragots, à partir de vidéos qu'on peut trouver sur... parce qu'il y a des vidéos de ces soirées à Versailles. Enfin, il y en a une seule qui a mis du temps à surgir, mais ça y est, donc vous pouvez la trouver sur... donc quand je parle de livrer et de poudrer, c'est vrai. Or, ce problème de justice, c'est-à-dire chercher à être juste avec les ouvriers de la Creuse et me dispenser d'être juste avec Carlos Ghosn, voilà, on peut estimer peut-être que c'est un problème. On peut aussi estimer que ça n'en est pas un, mais voilà, la question est ouverte. Et j'imagine que vous auriez chacun des réponses assez différentes. Ensuite, ça pose une question. C'est si je dénonce le libéralisme, je peux être très vite fatigant ou idiot ou mal informé, puisque là, je le dis, voilà, c'est des infos de seconde main. D'une certaine manière, quand je dénonce le libéralisme comme ça, quoi, enfin, ou comme je suis en train de le faire là maintenant, je ne fais que redire ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, je sais pas, Frédéric Lordon et d'autres, et ça ne sera pas beaucoup différent de ce que vous aurez aussi entendu et lu, puisque on peut imaginer, avec plein de différences, on peut imaginer qu'on a les mêmes lectures, qu'on lit les mêmes articles, qu'on entend les mêmes éditorialistes, etc. Grosso modo, évidemment. Et tous ces gens-là viennent tous de la même classe sociale, ce qui participe encore. Voilà. Donc, résultat, je ne serai pas beaucoup plus pertinent. C'est à ça que je veux en venir. Or, si je ne suis pas pertinent comme éditorialiste, je sais que je ne suis pas éditorialiste, je suis écrivain. Et si j'ai l'impression à un moment que les éditorialistes en question, les journalistes en question ne font pas tout le travail, c'est-à-dire ne s'intéressent pas par exemple à ces ouvriers de la Creuse, si j'ai donc l'impression qu'il faut que je m'y mette pour rééquilibrer un peu l'espace des représentations et que des vies malmenées puissent enfin être montrées, être désignées, être en pleine lumière, je dois le faire depuis la littérature. Je ne dois pas le faire uniquement depuis le journalisme ou la parole pamphlétaire. Je dois le faire aussi depuis la littérature, c'est-à-dire depuis les formes littéraires qui existent et que je dois réexaminer. Pourquoi je dois le faire depuis ces formes littéraires? Tout simplement parce que les formes littéraires, elles mettent à disposition une plus grande intelligence que la langue des éditorialistes. Ou que la langue d'un certain journalisme. Pas de tout le journalisme, mais d'un certain journalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on prend un texte littéraire, on est surpris des fois par le surgissement de certaines métaphores, de certaines images, par des changements de rythme, par un lexique très étendu qui peut passer de la plus grande vulgarité jusqu'à la plus grande préciosité. Toutes choses qu'on ne trouvera pas dans un article, puisque dans un article, il faut, la plupart du temps, ce qu'il y a, c'est quand même une sorte d'unité de ton, un certain niveau de langage, sans trop déraper hors de ce niveau de langage, et puis aussi un fil narratif clair.
ce que les écrivains ont toujours contesté, y compris dans la littérature classique, y compris chez Victor Hugo, etc. C'est l'autorisation qu'ils se donnent toujours d'être inattendus, y compris même dans la conduite de la phrase. Ça veut dire que tout d'un coup, une œuvre littéraire, un poème, une pièce de théâtre, un roman, sont capables de ramasser beaucoup plus des choses bien plus diverses que ce que peuvent faire les éditorialistes qui sont, eux, uniquement du côté de l'opinion et de l'idéologie. Et donc, moi, en tant qu'auteur, en fait, ce que je dois faire, ça n'est pas tellement dénoncer ces gens-là, ça n'est pas seulement les décrire minables, montrer en quoi ils sont dans une forme d'échec consternant, quand bien même ils auraient gagné 100 millions en moins de 10 ans, mais c'est partir de la question des formes littéraires. Donc pas dénoncer le néolibéralisme, mais partir de la question des formes littéraires, c'est-à-dire de voir ce que ce contexte économique, cette situation-là qui s'impose à nous tous, qu'est-ce qu'elle fait aux formes littéraires? Comment elle les abîme? Comment elle les bousille? Ou au contraire, comment elle les rend inoffensives? Par exemple, le langage du néolibéralisme est d'une certaine manière une sorte de charge ultra-violente contre la puissance des mots. Quand vous dites qu'en Creuse, en novembre 2017, il y a eu un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été actionné par la justice, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été licenciés. Mais on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc on pourrait tous multiplier les exemples parce qu'on en a tous des tas d'exemples comme ça. C'est-à-dire comment faire mentir les mots, comment faire que les mots ne désignent surtout pas la réalité des choses. Et donc c'est pour ça que la littérature, elle a à voir avec cette situation sociale-là, avec cette situation politique-là, parce que en fait, ces gens-là s'en prennent au langage. Or, c'est le bien, c'est la grande richesse, la question du langage, la question des phrases, c'est la grande richesse de la littérature, sous toutes ses formes. Et donc, si je montre les effets de ce contexte politique et tout sur les formes littéraires, là, je deviens un peu intriguant, je deviens plus pertinent. Je suis un peu plus pertinent que quand je montais sur mes grands chevaux. Et si je choisis aussi une autre direction, je peux décider non pas de montrer comment ça use les formes littéraires dont on dispose, mais je peux chercher à inventer des formes littéraires qui vont venir justement contester cet état du monde, cet état social. Donc, je vais vous donner un exemple très très concret. Il y a cette incroyable autrice, Svetlana Alexievitch, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2015. Son sujet, on le sait maintenant parce qu'on a le recul de ses 6 premiers livres. Son sujet, c'est la question de la propagande soviétique, la question du système totalitaire soviétique. C'est son grand sujet. Et ben, quelle forme elle a inventée pour disséquer, analyser, comprendre l'univers soviétique, eh ben, ça a été de faire exactement l'inverse de la propagande, exactement l'inverse du pouvoir soviétique qui ne voulait pas voir une seule tête qui dépassait. Ça a été de se donner une forme chorale. Dans chacun de ces livres, il y a 500 ou 600 personnes qui sont amenées à témoigner. Donc la propagande voulait à tout prix que personne ne puisse penser différemment. Eh ben, Alexievitch, elle va, pour décrire ce système-là, elle va justement donner la parole à 500 ou 600 personnes. Elle va faire, en fait, dans une forme qui passe bien, elle va en fait faire un geste absolument scandaleux pour ce régime-là. Donc c'est là que je dis que en fait, c'est en travaillant les formes littéraires que l'on peut devenir pertinent et non pas obligatoirement en faisant des grandes déclarations ou en me payant Carlos Ghosn. J'aurais aimé être là quand le réalisateur Lech Kowalski a pris au GMS la sélection de son documentaire par le Festival de Cannes. Si La Souterraine était à 800 km de la région de Nice, elle est en revanche à des années-lumière des palaces de la Riviera, qui signifient partout dans le monde une forme d'apothéose, le succès, une vie très enviable. Tu peux n'avoir jamais vu un film primé à Cannes, tu peux ne pas connaître ses stars ou ses réalisatrices, rien n'y fait. Tu es familier de la traditionnelle montée des marches. Tu connais son tapis rouge, le crépitement des flashs et ses photographes hurlant « Isabelle » ou « Monica » pour obtenir un regard et le sourire contractualisé qui valorisera la parure de chez Chopard. Bref, ils n'en ont pas rêvé, mais ils feront le voyage avec Lech Kowalski et Odile Allard qui a produit le film.
Ils accompagneront le film sur la Croisette pour profiter de la caisse de résonance offerte par le festival et ainsi se faire entendre au-delà des cercles syndicaux ou régionaux. Pour dire leur colère et faire entendre leurs propositions, longtemps les GMS n'ont eu que des coups de force. Quand ils quittaient la souterraine pour aller à la rencontre du ministre de l'économie ou de l'un des deux Carlos, Ghosn ou Tavares, c'était en sachant pertinemment qu'ils ne seraient pas reçus et n'auraient qu'un cordon de CRS pour interlocuteur. Sans la force de l'amitié, sans la joie qui naît de cette cohésion, l'aventure aurait pris fin très rapidement, car elle use vite l'arrogance de ceux qui n'écoutent pas. Alors Cannes, le festival du cinéma, être invité, attendu, se retrouver dans la situation des stars vers lesquelles se tendent quantité de micros. 2 ou 3 jours au bord de la Grande Bleue comme une réparation, un dédommagement bien symbolique, pour les précédentes sorties et le mépris des hommes politiques, leur indifférence, ces droueries qu'il faut savoir désamorcer à Guéret, à Limoges ou à Paris. L'excitation et l'amusement seront donc au rendez-vous dès les préparatifs. Une trentaine de GMS sont du voyage et quelques soutiens, dont Philippe Richer, qui va préparer pour le trajet une omelette dont il a le secret, avec ses 2 kilos de cèpes, cueillis par lui, et ses 36 œufs du poulailler qui est au fond de son jardin. Il doit être possible de la dire pantagruélique, non ? J'adore cette histoire d'omelette et de festival. Ils vont à Cannes comme ils vont à l'Élysée, amusés, mais tranquilles et attentifs. J'en connais que ça grise, et c'est un problème. La poudre aux yeux ou les ors de la République ne devraient rien faire aux convictions politiques. Celui-là commence à reculer, qui se pense arrivé parce qu'il vit ça. Il cède du terrain. Bientôt, il reconnaîtra aux sirènes un certain sens de la mélodie et il enverra sa barque contre le récif où elles veulent qu'il aille. Ce que dit la concentration amusée des GMS ? Les questions politiques sont à tout le monde, mais la réciproque n'est pas vraie. Macron ne saurait pas faire une omelette aux cèpes, ni avec les mains, ni avec le cœur. Personne ne lui a rien demandé, mais Philippe cuisine pour tout le monde et avec cette omelette, il apporte avec lui toute la forêt et tout un poulailler ou tout le jardin. Qu'est-ce que c'est Cannes ? Si l'on écarte le festival des cinéphiles, si l'on se focalise comme une partie des médias sur la montée des marches, c'est une classe sociale qui prend l'alibi du 7e art pour se donner en spectacle et des artistes qui acceptent le principe de la compétition entre les œuvres. En regard de ça, quelle politique ? Quelle politique opposée à la compétition ? Celle de Philippe Richer, la politique des omelettes qu'on prépare pour 10, pour 15, et peu importe qui. L'ex-cheminot ne cuisine pas pour ceux qui l'apprécient à l'intérieur du bus roulant en direction de Cannes. La nature donne les œufs et les cèpes merveilleux, et Philippe met sa cueillette en partage, car le but est le plaisir et la joie des papilles est décuplée, on le sait, par la convivialité. Et le spectacle du plaisir pris par les autres, à qui l'on vient d'offrir tout ça, sans avoir été tenu de le faire. Philippe n'a jamais été GMS. Donner, partager. Je ne suis heureux qu'à la condition de voir les autres se réjouir aussi. Puis, que met-on dans une omelette aux cèpes ? Rien. Des herbes de Provence ou des lardons viendraient parasiter le goût somptueux des cèpes s'ils ont été cueillis en forêt et non dans un congélateur. Ce plat est donc facile à traduire en termes politiques. Il ne s'agit pas d'amasser sans discernement, plus qu'on ne l'on pourra goûter ou ressentir. Avec très peu, toucher le ciel. Dans l'omelette aux cèpes, il y a quelque chose d'épicurien. Faire un festin d'un fromage et d'un petit pot de miel. Ce que Macron et son monde ne peuvent comprendre, puisque les effets de leur politique indiquent une captation de la richesse par les 38 000 premières fortunes du pays via l'augmentation faramineuse des dividendes. Dividendes moins taxés qu'avant, par ailleurs, depuis que Macron l'a décidé. Pour autant, le président aurait été servi, évidemment, s'il avait demandé à goûter l'omelette. Mais gaffe aux tâches, monsieur Macron, hein, une bonne omelette doit être baveuse. Philippe fait souvent cela. Il va nous raconter, je suis avec Vincent Labrousse, une montée à Paris. La réunion est importante, il doit prendre le train de 7 heures en gare de la Soute avec une délégation d'élus et d'administratifs. Il prépare donc, vous savez quoi, et dans le train, tout le monde va se régaler, au risque de l'embarras, car quelques taches par-ci, par-là, qui sur une cravate ou une chemise, qui sur une jupe ou un chemisier. L'omelette doit être baveuse pour ne pas tuer le goût des cèpes.
J'adore l'idée de cette délégation qui n'arrive pas bien nickel au ministère parce qu'elle s'est régalée dans le train et puis tant pis. Pourquoi ? Parce qu'elle rejoue une célèbre répartie, en fait apocryphe, de Winston Churchill, à qui l'on demandait en 1940 de couper dans le budget des arts pour l'effort de la guerre. Alors, pourquoi nous battons-nous ? Philippe n'est qu'un compagnon de route des GMS, mais il se joue quelque chose de politique dans chacune de ces omelettes. Si l'on combat les forces de l'ordre, depuis les CRS jusqu'au président de la République, ce ne sera pas pour prendre leur place et se comporter comme elles. Si l'on combat les forces de l'ordre en place, ça doit être pour proposer une autre façon de vivre, plus belle, plus ouverte et généreuse. Les omelettes au cèpe ignorent le règne de la compétition. Je ne devrais pas le dire, mais c'est mon chapitre chouchou. Tout à l'heure, je parlais de phrases qu'il faut laisser ouvertes, qu'il faut protéger du tout narratif ou du discursif. De la même façon, un texte, un livre doit rester ouvert à ce qui déborde la colère, sans quoi il ne ralliera personne à la cause qu'il défend. Quand on utilise des mots très criards, très spectaculaires, des mots qui gueulent, ok, ça peut impressionner, mais en fait, ça n'embarque personne, ça ne rallie personne. Et je pense que ça se joue aussi donc à la mesure d'un texte complet. C'est-à-dire que si le texte ne rend pas compte d'une forme de richesse, quelle qu'elle soit, il ne donne pas envie de ce monde-là. Si j'en étais resté à la détresse des GMS, j'aurais beaucoup trahi leur énergie politique, qui est justement de passer comme ça du plaisir d'être à table ensemble, du plaisir de donner, jusqu'à la capacité à se payer une rangée de CRS. Je peux, dans le même livre, parler des bonbonnes de gaz que les GMS ont installées autour de leur usine quand ils ont menacé de la faire sauter. Mais si je ne parle pas aussi des omelettes, en fait, je manque absolument tout ce que ces gens mettent à l'horizon de leur combat. S'ils étaient que dans la colère, ils seraient les otages de ceux qui les piétinent. Ils seraient les otages de cette organisation économique du monde qui a décidé de les jeter. Et dans ce cas-là, moi aussi, avec mon texte, je serais complètement l'otage de cette organisation-là du monde. Avec cette omelette, entre autres, par exemple, ils restent libres. Une partie de ce qu'ils vivent n'est pas décidée par les salauds qui ont l'avantage des coups, qui ont l'initiative de la bagarre. Ces omelettes, elles contiennent la politique alors que la politique ne contient pas l'omelette. L'omelette est plus riche, c'est par là que ces ouvriers ne sont pas complètement les otages de Peugeot et de Renault. La colère ignore l'omelette, alors que l'omelette, c'est tout de la colère. En fait, si j'en reste à la colère, d'une certaine manière, je rends hommage à l'ennemi, je rends hommage à son efficacité, je suis pieds et poings liés à ce qu'il a décidé pour moi. Il m'a eu, il me tient, il décide de ses émotions, je ne suis pas du tout souverain. Et évidemment, si je ne suis pas du tout souverain, aussi bien moi que eux, que ces ouvriers-là, c'est évidemment un drame, parce que quand on se lance dans un livre, c'est justement pour essayer de traquer des souverainetés et pour essayer de les faire remonter à la surface, de les rendre visibles, de montrer par quel bout ces gens-là ne sont pas uniquement des victimes, à quel endroit ils respirent encore. Quand on décrit une personne uniquement comme une victime, on lui fait une violence colossale. Parce qu'on est rarement intégralement, uniquement une victime. Quand je suis au Congo avec ces jeunes filles qui ont déjà vécu l'enfer, alors qu'elles ont seulement 15 ou 16 ans, si je ne les regarde qu'avec de la compassion, je fais quelque chose qu'elles ne m'ont pas demandé. Elles ne m'ont pas demandé cette pitié-là. Si j'écarte les moments où je les vois joyeuses, je commets un geste artistique absolument dégueulasse. Parce que ça veut dire que les moments où je les ai vues vivantes, les moments où je les ai vues ailleurs, eh ben, je n'en tiens pas compte. J'estime que ça ne mérite pas d'être raconté, d'être rapporté, et que je dois en rester juste aux violences qu'elles subissent. Donc elles m'apportent la preuve qu'elles sont encore vivantes, et moi, je décide d'écarter cette preuve-là.
Si j'écris un livre, c'est pour traquer des formes de souveraineté et d'une certaine manière saluer, rendre hommage à cette partie de la vie que l'ennemi n'a pas encore à raisonner. C'est une page blanche derrière. Il y a une anecdote qui est géniale. C'est un jour, c'est une anecdote vraie. Ronald Reagan, il avait évidemment quelqu'un qui lui préparait des discours, et enfin il y a toute une équipe qui lui préparait des discours. Et un jour, il fait un discours et qui marche pas du tout, ça marche pas, ça n'a pas l'audience que ce qu'il espérait et tout. Et donc ensuite, il passe un savon au type qui lui a écrit le discours. Il le bousille peut-être devant tout le monde, je sais pas quoi, devant toute son équipe. Et l'autre avait encore un autre discours. Il avait déjà un autre discours qui était prêt. Il était licencié, c'était évident, mais il avait un autre discours qui était prêt. Et donc, il lui a donné le discours en question. Et donc, Ronald Reagan se lance comme ça. Il lit la première page et tout, et puis il tourne. Et sur l'autre page, il y avait marqué « Et maintenant, tu te débrouilles, connard ». Bon, c'est pas exactement ce qui m'est arrivé. Hein, parce en fait, ça veut dire que j'ai fini, mais comme j'étais lancé, je pensais que j'avais encore à dire. Mais non, voilà, on s'arrête sur l'idée de souveraineté. Et on n'a pas débordé tant que ça, Mélanie, tu vois. 7 minutes. Merci.